Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 4 avril, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Une nouvelle école sort de terre à Chaumont, un bon indicateur pour la qualité de vie dans la ville, dans le quartier de la Rochotte. 300 nouveaux arbres prévus dans les prochaines semaines, tous plantés par des enfants scolarisés à Saint-Dizier. Zoom sur une des facettes du passeport du civisme. Le savoir-faire se perd d'année en année, et bien les retraités chaumontais disent non, ils s'organisent pour transmettre à la jeune génération, vous le verrez. Et du sport avec le CVB 52 qui hier soir s'est imposé face à Paris dans les murs de Palestra, 3-1. Et enfin, à 113 jours des JO de Paris, les randonneurs débutent une grande marche vers la capitale et elle passera par la Meuse. Le président du comité départemental de la randonnée pédestre est notre invité ce soir. C'est donc l'un des projets phares de la ville de Chaumont cette année, la nouvelle école du quartier de la Rochotte. Les travaux ont débuté en juillet 2023 et devraient s'achever d'ici quelques mois. Point d'étape à 1 an et demi de l'ouverture officielle de cet établissement novateur avec Clémentine Coppola et Loïs Large. Le projet prend forme sur ce terrain de plus de 1 hectare. La nouvelle école Rochotte de Chaumont devrait sortir de terre d'ici la rentrée scolaire 2025. L'établissement, qui réunira les actuelles écoles Prévert et Pillon, se veut novateur et expérimental. C'est une grande école, mais qu'on a voulu à taille humaine, et puis surtout une école qui correspond à ce qu'on attend maintenant d'une école, tant au niveau bâtimentaire, bien sûr, un bâtiment qui est quasiment passif, au niveau énergétique, et puis surtout qui permet une pédagogie active. Avec 9 classes élémentaires et 6 maternelles, l'établissement pourra accueillir 375 enfants. L'école sera aussi dotée d'un espace restauration et d'un accueil périscolaire. De grandes baies vitrées permettront aux 4 bâtiments d'être baignés de la lumière et ouverts sur l'extérieur. Le projet est conçu pour répondre à 4 enjeux majeurs, la mixité sociale, l'innovation, le paysage et le budget. Le tout avec une dimension écologique assumée. On a réussi à mettre le maximum de matériaux qui sont biosourcés, qui ont peu d'impact carbone dans l'environnement. On a des toitures végétalisées qui permettent de justement bien gérer aussi le déphasage des eaux de pluie. On va réutiliser également les eaux de pluie pour l'arrosage des 170 arbres qu'on va planter sur le site. Le montant global de l'opération s'élève à 16 millions d'euros. Prochaine étape, la construction bois qui devrait commencer dès la semaine prochaine. Dans le cadre de l'action 300 enfants pour 300 arbres du passeport du civisme organisé par la ville bragarde, les élèves de CM2 de l'école Jean de La Fontaine ont planté chacun leur arbre dans le quartier du Verbois, une véritable forêt en devenir. Gaël Bossu. Chacun avec sa pelle, ces élèves de CM2 de l'école Jean de La Fontaine de Saint-Dizier ont participé cet après-midi à une activité de plantation d'arbres. Accompagnés et guidés par le service arbres de la ville, ils ont chacun planté leur arbre dans la terre, puis inscrit leur prénom dessus. Le but est ici de former une mini-forêt avec du chêne, du tilleul, de l'érable et d'autres essences d'arbres. Cette technique de plantation très resserrée vient du Japon et est expérimentée en ce moment dans Saint-Dizier. Les écoliers ont également eu la visite de Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, car cette activité s'inscrit dans le dispositif 300 enfants pour 300 arbres. Donc c'est dans le cadre du passeport du civisme. L'idée est de permettre aux élèves d'être vraiment en contact avec la réalité, en contact avec la nature. Nous, on est convaincus et on le sait qu'on éduque bien un enfant quand il est vraiment proche du réel, quoi, vous voyez, pas d'un écran. Et donc quand on est contre un arbre, contre la terre, on n'est pas contre un écran qui est virtuel. C'est un arbre qui leur appartient et en même temps ils savent que c'est un arbre qui restera ici pour la ville. Et donc c'est un arbre qui va les dépasser et qui vivra plus longtemps qu'eux et je trouve que ça c'est magnifique. Bien sûr qu'on inscrit ça dans la politique que mène la ville sur la plantation d'arbres. Depuis qu'on est élu, là, il y a plus de 2000 arbres qui ont été plantés par la ville. On sait qu'il faut recréer une forme de biodiversité. Une canopée, c'est-à-dire un espace où la nature finalement retrouve un petit peu ses droits tout en étant maîtrisée, contrôlée, quoi. Et là c'est le cas et les enfants y participent et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour nous. Le constat est clair, le savoir-faire se perd. Alors depuis 30 ans, le réseau d'associations L'Outil en main initie les jeunes au métier manuel. L'atelier Chaumontais existe lui depuis 2010 et accueille chaque mercredi après-midi une vingtaine d'enfants, comme ce mercredi à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Et Loïs Large y était.
Il n'y a pas d'âge pour s'initier à l'artisanat. Depuis près de 15 ans, l'atelier chaumontais de l'association L'Outil en main le prouve en accueillant chaque mercredi après-midi des enfants pour qu'ils découvrent les bases des métiers manuels. Pour moi, l'outil en main, c'est l'école maternelle de l'apprentissage. C'est l'école maternelle du CFA. La transmission, quelque chose de merveilleux. L'intergénérationnel, je vais dire, fait fi de la vieillesse. On n'y pense pas, on est là, on est avec des enfants, ça pourrait être nos petits-enfants, donc c'est énorme, c'est énorme, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Cette année, 22 enfants âgés de 9 à 14 ans sont inscrits, autant de filles que de garçons. Tout au long de l'année, chacun s'exerce à l'ensemble des ateliers. Différents corps de métier sont représentés, comme la reliure, la cordonnerie, la gravure sur verre ou encore la pâtisserie. Et puis voilà. Il y a plein d'objets, donc on fait tout le temps des nouvelles choses. Et il y a des nouveaux bénévoles des fois, donc on découvre de nouveaux métiers. C'est pas comme le scolaire, et parce que là-bas on s'amuse bien. Ce qui me plaît pour l'instant, c'est d'être déjà, je me suis fait quelques nouveaux amis. Et aussi, c'est de travailler. Pas travailler comme à l'école, mais travailler... faire du travail comme les adultes. Chaque jeune découvre les bases de ses savoir-faire auprès de bénévoles qui sont tous des artisans retraités. Oui, je le fais avec vraiment un grand sentiment d'essayer justement inculquer à ces jeunes-là tout le savoir et le bonheur de travailler avec ses mains et de réaliser des chefs-d'œuvre. Voilà, tout simplement. Récemment, toutes les entités de l'outil en main ont reçu le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Décerné par l'Institut pour les savoir-faire français, cette distinction vient récompenser les entreprises qui font rayonner l'excellence industrielle et artisanale française et font perdurer les savoir-faire d'exception. Et on vous en parlait ce mardi, une altercation a eu lieu dans le jardin de l'hôtel de ville à Vitreux-le-François, impliquant 4 jeunes, dont 2 mineurs. Suite à une enquête de la brigade de recherche de la ville, il s'agirait d'un conflit amoureux finalement, un conflit qui a tout de même demandé du fil à retordre pour la justice qui convoquera ces 4 personnes prochainement devant le juge d'enfants et devant le tribunal correctionnel. Le Chaumont Volleyball recevait à Paris hier soir à Palestra pour la 2e confrontation du quart de finale des playoffs du championnat de France. En s'imposant 3-1, le CVB n'est plus qu'à une victoire de la demi-finale. Retour sur cette soirée à l'issue victorieuse avec Gaël Bossuet. Instant suspendu dans une soirée épique. Tous les regards scrutent l'écran géant et l'arbitrage vidéo pour une action litigieuse sur l'ultime point du match. Vraiment, quand tu regardes l'image, c'est pas très clair si touche ou touche pas. Mais vraiment, quand je regarde l'image, le filet touche, les bouches, pardon, et la balle ne touche pas le filet. Donc, l'arbitre dit que oui, que bouge, que le central de Paris le touche avec la chambre. L'arbitre voit effectivement un pied parisien toucher le filet, interdit au volley. La 2e confrontation de ce quart de finale bascule finalement pour Chaumont. Dans le chaos parisien et la liesse chaumontaise, les CVBistes mènent 2-0 et n'ont jamais été aussi proches de la demi-finale. À Palestra hier soir, il ne fallait pas arriver en retard. Les Parisiens, eux, sont visiblement restés à l'heure d'hiver. Le début de match est à sens unique, les rouges et noirs ne comptent lâcher aucun point aux adversaires. 6-1 puis 10-4, Chaumont fait largement course en tête et remporte solidement le premier set. Dans une ambiance des grands soirs, le CVB s'en va décrocher dans la foulée un second set plus accroché. Les premiers 2 sets ont très bien joué. Serve, réception, attaque, tout. Et le 3e set, on commence avec un score 6-0 ou 6-1, je ne me rappelle pas, c'est compliqué. Un vol et remonter un match comme ça. Les Chaumontais ont en effet un gros trou d'air au 3e set, notamment à la suite des 5 aces consécutives de Kento Miura, meilleur serveur du championnat. Mais c'est parfois en prenant de la hauteur que l'on trouve des solutions. Chaumont revient alors dans le match dans un 4e set où les 2 équipes se rendent coup pour coup.
Jusqu'à 28-27 pour Chaumont et 7 actions. Le point est donné dans un premier temps aux Parisiens, mais le mouvement du filet incite l'arbitre à regarder la vidéo. La suite, on la connaît, le bras tendu de l'arbitre et Palestra exulte. Les Parisiens contestent et ruminent leur incompréhension et leur crispation. Des choses qu'on ne peut pas contrôler, quand l'adversaire joue mieux, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on fait du sport et on est tous conscients qu'à un moment donné, il y en a un qui est meilleur et il y en a un qui est moins bon. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une faute d'arbitrage, je pense, parce que c'est juste une erreur arbitraire. Et c'est dommage parce que ça nous coûte le match. Le dernier point, bon, c'est pas le dernier point qui nous fait perdre le match, mais il est au moins discutable. Enfin, c'est presque sûr, on a fait une opposition, parce qu'il n'a pas fait la faute de fil. La balle au service a déjà touché le filet qui bougeait, enfin bref. La suite de la soirée est électrique, mais ne perturbe pas le cérémonial de victoire des locaux. Chaumont mène donc 2-0 dans ce quart de finale et va devoir aller chercher un 3e succès, synonyme de qualification en demi-finale, en terre parisienne cette fois. Je pense que c'est à eux de venir chercher les matchs à la maison, parce que nous, on va les attendre de pied ferme. Je pense qu'on a une revanche à prendre vis-à-vis déjà de l'adversaire contre qui on joue, parce que c'est en premier le duel contre eux. Mais vis-à-vis de comment ça s'est terminé, je pense qu'on a encore plus les crocs. Rendez-vous est pris pour samedi soir, une 3e confrontation entre Parisiens et Chaumontais, qui promet déjà d'être épique. Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération française de randonnée, labellisée Terre de Jeux, organise une itinérance pédestre convergente, la grande randonnée vers Paris. Depuis le 13 janvier et jusqu'au 20 avril, 250 randonneurs ambassadeurs représentent leur région, partant au départ de 16 villes aux 4 coins de l'Hexagone, sur 7 itinéraires représentant plus de 10 000 km et 500 étapes dans le but de converger donc vers la capitale. Christian Garand, vous êtes notre invité, vous êtes le président du comité départemental de randonnée pédestre de la Meuse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Finalement, qu'est-ce que c'est cette grande randonnée vers Paris ? La grande randonnée vers Paris, qui a été initiée par la Fédération française de randonnée, est un événement national participatif, solidaire et éco-responsable, qui permet de faire que tous les randonneurs du sud, même les Outre-mer, convergent vers Paris en emmenant avec eux des gens qui ne sont pas spécialement randonneurs, qui sont randonneurs, marcheurs, mais pas licenciés dans notre fédération. Si vous appuyez sur le fait que c'est participatif, participatif, tout le monde peut participer, même s'ils ne sont pas licenciés. Tout le monde peut accompagner nos ambassadeurs, et principalement sur notre territoire de la Meuse, notre randonnée commencera le 11 avril. Quand on parle d'ici du coup de randonneurs ambassadeurs, c'est ceux qui sont licenciés et qui ont l'habitude finalement d'emprunter ces terrains. Tout à fait. Donc les randonneurs ambassadeurs, nous en aurons 8 en Meuse, 2 qui seront nationaux, ça veut dire qui partiront de Moselle aujourd'hui, 4 avril, et qui iront jusqu'à Paris, tandis que nous serons 6 ambassadeurs départementaux qui feront certainement beaucoup d'encadrement. Parce qu'il y aura des écoles, il y aura des gens qui ne connaissent pas les us et coutumes de la marche, il y a quand même des conditions de sécurité, donc on encadrera et nos randonneurs jusque la Marne. C'est pour le ambassadeur. On parle justement ici d'un parcours dans le Grand Est, on dit effectivement avec un départ aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres, finalement, un parcours qui est spécifique à la Meuse? Oui, à partir donc de Rigny-Saint-Martin. Et ça même, de Rigny-Saint-Martin, ça commencera pour nous ça commencera le 11 avril, nous irons à la rencontre de nos amis meurthe-et-mosellans qui arriveront de Toul. Et à la borne entre les deux départements, nous accompagnerons jusqu'à la fin de leur étape à Rigny-Saint-Martin nos camarades meurthe-et-mosellans. Pour nous, ça commencera le 12 avril. Et là, ils vous donnent quoi? Ils ne donnent pas la torche olympique? Non, on n'a pas de torche olympique, nous restons humbles et simples. Nous aurons un bâton qui va venir de la Moselle, qui est déjà passé dans l'Alsace, qui passe en Moselle, qui sera dans les mains des meurthe-et-mosellans, des Meusiens, et puis des Marnais le 18 avril. Il fera quand même ce cheminement avec vous. Le parcours du coup dans la Meuse, ce sera quoi? Ce sera quand? Alors du 12 au 18 avril, nous ferons 7 étapes, avec une étape de repos, et je vous en parlerai après. Donc le 12, ça sera un Rigny-Saint-Martin-Mauvage, un Mauvage
bonnet, un bonnet couvert-puits, un couvert-puits Mollan Bar-le-Duc, arrivé en salle Dumas. Repos du 17, mais le département de la Meuse n'a pas voulu faire de repos. Nous proposerons une animation, une activité à au département. On va y revenir. Et donc ça sera finalement pas votre dernier jour, il restera encore un jour juste après? Eh bien, il restera le 18 pour aller passer le beau. On passera de Trémont-sur-Saulx à Robert-Espagne, on empruntera le GR14 et nous passerons le bâton à nos amis marnais, à l'abbaye des Trois-Fontaines. Et ben voilà. Alors du coup, je reviens sur le 17. La journée du 17, ce sera donc une journée à Bar-le-Duc, une journée événement, sur laquelle vous allez donc ici donc rassembler, faire une journée solidaire, participative, mais aussi avec les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Tout à fait. Donc c'est ce que je vous disais, avec les partenaires, le comité départemental olympique et Handisport, nous allons proposer une marche sur la ville de Bar-le-Duc, qui est quand même terre de jeu 2024, bien sûr. La ville de Bar-le-Duc. La flamme passera, je crois, le 29 juin également. C'est ça. Et nous proposerons une marche sur le plateau de Sainte-Catherine, encadrée, comme toujours, et avec possibilité de faire de la joëlette. Et donc, c'est une association de Verdun qui viendra avec des joëlettes électriques et des pousseurs, un devant, un derrière, emmèneront le matin et l'après-midi des gens sur ce circuit pour qu'on soit vraiment dans le contexte olympique et paralympique. On peut attester finalement de nouvelles choses. Et vous, donc ce n'est pas le dernier jour, ça c'est un grand jour événement qui fait un petit peu un break juste avant le dernier jour, ouvert à tout le monde. Et le lendemain, il vous reste donc cette dernière étape entre Bar-le-Duc et donc Trois-Fontaines-l'Abbaye, vous l'avez dit, où le flambeau, le bâton sera donné à l'équipe marnaise qui prendra le relais et qui continuera le chemin. Finalement, comment ça se passe? Vous marchez combien de kilomètres par jour et où est-ce que vous vous arrêtez? On marche en moyenne 20 km par jour. Les communes traversées ont été contactées et mettent pour la petite pause du matin vers 10-11 heures un petit lavoir, une salle des fêtes. Et vers 13h, nous prenons notre repas tranquillement tous ensemble parce qu'il y a un moment de convivialité. Pareil, salle des fêtes, un lavoir, un endroit, parce qu'on ne sait pas si la météo sera clémente. Voilà. Mais même si elle n'est pas clémente, on marchera quand même. Donc ce n'est pas un esprit de compétition, c'est un esprit de solidarité, de convivialité. Et on y va tranquillement, on aura peut-être des enfants, voilà, et en sécurité. Et donc vous dormez sur chaque point d'étape à chaque fois, ou en tout cas si possible? Si possible, non. C'est pas un souci, on a un petit souci pour l'hébergement dans le trouver l'hébergement assez grand, effectivement. Nous passerons 3 nuits à Mauvage, 2 nuits à Biencourt, sur des gîtes communaux, et 2 nuits sur Bar-le-Duc. D'accord, à chaque fois, on reviendrait sur Mauvage, sur Biencourt. Les 3 premières étapes, c'est ça? Les 3 premières étapes, puis les 2 autres étapes, et puis nous avons la chance d'avoir dans les clubs du département, des clubs de randonnée du département, des anciens restaurateurs qui nous feront goûter leur spécialité à Mauvage, et à Biencourt, nous prendrons un traiteur. Ah oui, donc c'est organisé. Plus que participatif et très organisé, en effet. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir donc parlé de ce tracé qui est finalement le grand test, donc terre de bataille pour cette traversée en Meuse, qui aura lieu donc à partir du jeudi 11 pour le début de votre marche, le 12 pour le début du relais avec la Meurthe-et-Moselle, et jusqu'au 18 du coup pour finir effectivement donc ici près de Saint-Dizier. C'est cette étape qui emprunte un certain GR que vous avez effectivement labellisé au préalable avec la fédération de randonnée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous à tous du coup pour pouvoir marcher en compagnie des randonneurs meusiens mais également marnais pour la suite de l'étape. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.